Pendant plus de 60 ans, Eddie Mitchell a vécu sous les projecteurs, entouré d'applaudissements, de succès et de chansons devenues immortelles. Pourtant, derrière cette image d'homme solide, certaines blessures n'ont jamais vraiment disparu. À plus de 80 ans, alors que la santé vacille et que les absences deviennent plus lourdes, une vérité ancienne continue de le poursuivre. Une décision prise il y a presque un demi-siècle, et dont le prix, lui, n'a jamais cessé d'être payé. Avant de devenir Eddie Mitchell, il y avait Claude Moine, un garçon fasciné par l'Amérique, le rock'n'roll et cette liberté nouvelle portée par les guitares électriques. À la fin des années 50, Paris change. La jeunesse veut un autre rythme, une autre attitude. Claude comprend vite que sa place ne sera pas dans l'ombre. Il veut une voix, un nom, une allure, et surtout une vie plus grande que celle qu'on avait imaginée pour lui. Puis tout s'accélère. Avec les chaussettes noires, il devient l'un des visages de cette génération qui découvre Elvis, Jane Vincent, les blousons noirs et le vertige de la célébrité. Le succès arrive presque brutalement. Eddie est encore très jeune lorsqu'il enregistre ses premiers disques, et soudain, son visage, sa voix, son nom circulent partout. Pour un garçon de cet âge, le danger n'est pas seulement de devenir célèbre, c'est de croire que cette vitesse ne s'arrêtera jamais. En 1961, alors que sa carrière est déjà lancée, il épouse Françoise Lavie. 2 enfants naîtront de cette union, Eddie et Marilyn. Sur le papier, tout ressemble à une réussite complète. Une carrière qui monte, une famille qui se construit, un public qui l'adopte. Mais derrière les chansons et les sourires, une vérité moins brillante commence à se dessiner. Car Eddie découvre très tôt que la gloire et l'argent ne marchent pas toujours ensemble. À l'époque des chaussettes noires, les 5 membres du groupe doivent se partager une part de droits dérisoires. Le succès est immense, mais le contrôle économique reste ailleurs. Eddie chante, vend, remplit les salles. Pourtant, il comprend qu'un artiste peut être célèbre et ne pas posséder vraiment le fruit de son travail. Cette frustration va profondément le marquer. Des années plus tard, il décidera de produire lui-même sa musique, comme s'il refusait désormais de laisser d'autres décider à sa place. C'est un choix professionnel, mais aussi une revanche intime. Il veut reprendre la main, être maître de ses chansons, de son argent, de son avenir. À ce moment-là, Eddie avance avec la confiance de ceux que rien n'a encore vraiment brisé. Il possède l'énergie, la jeunesse, l'amour du public et cette impression trompeuse que tout ce qui commence bien peut durer longtemps. Pourtant, certaines décisions prises dans l'euphorie de ces années-là vont continuer à résonner bien après les derniers rappels. Car le vrai prix de la célébrité ne se paie pas toujours au moment où l'on devient célèbre. Parfois, la facture arrive beaucoup plus tard, quand les projecteurs se sont éteints, que les enfants ont grandi et que l'homme se retrouve face au choix du jeune homme qu'il était. Au fil des années 60 et 70, Eddie Mitchell devient bien plus qu'un chanteur à succès. Il s'impose comme une voix familière, une silhouette que le public reconnaît immédiatement, un artiste capable de traverser les modes. Mais pendant que sa carrière se consolide, une autre histoire se fragilise loin des projecteurs, celle de son premier mariage. Françoise Lavie est là depuis les débuts, depuis cette époque où Eddie n'était encore qu'un jeune homme emporté par la vitesse du succès. Ensemble, ils construisent une famille, accueillent 2 enfants, Eddie et Marilyn, et traversent presque 2 décennies de vie commune. De l'extérieur, tout semble tenir. Pourtant, une maison peut rester debout longtemps alors que les fissures ont déjà commencé à courir sous la peinture. La vie d'un artiste n'obéit jamais au rythme ordinaire. Studio, tournée, déplacements, nuits trop courtes, pression d'un public qui réclame toujours davantage. Tout cela peut créer une distance que les photos de famille ne montrent pas. Eddie avance, enregistre, se réinvente, part à Nashville, cherche un son nouveau, puis décide de reprendre davantage de contrôle sur sa carrière. Pendant ce temps, la vie privée doit suivre un homme qui ne s'arrête presque jamais. Il serait facile de raconter cette séparation comme une histoire de coupable et de victime. Mais les années ne se résument pas ainsi. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1979, après près de 20 ans de mariage, Eddie et Françoise prennent des chemins différents. Une époque entière se referme. Pour le chanteur, ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la disparition du décor dans lequel il avait grandi comme homme, comme père et comme artiste. À ce moment-là, il peut croire qu'un divorce met un terme clair à une histoire. On signe, on se sépare, chacun reconstruit sa vie. Pourtant, certaines ruptures ne disparaissent jamais totalement. Elles changent simplement de forme. Les souvenirs restent. Les enfants relient encore 2 existences et parfois, des conséquences très concrètes continuent longtemps après que l'amour s'est éteint. Eddie continue pourtant d'avancer. Sa carrière lui offre encore des chansons, des scènes, des projets. Et dès l'année suivante, une nouvelle femme va prendre une place essentielle dans sa vie. Mais derrière cette reconstruction, une ombre demeure,
Quelque chose né de ce divorce de 1979 va survivre aux années, au succès, aux échecs et même à une seconde histoire d'amour. Eddie pourra tourner la page sentimentalement, sans jamais réussir à refermer complètement le livre, car il existe des séparations qui cessent de faire mal au cœur, mais qui continuent, silencieusement, à présenter leurs factures. Après l'échec de son premier mariage, Eddie Mitchell aurait pu croire qu'il suffisait de changer de décor pour changer de vie. En 1980, il épouse Muriel Bailleul. À ses côtés, il retrouve une forme de stabilité, une maison, une famille, puis une fille, Pamela. Cette nouvelle histoire semble offrir au chanteur ce qu'il cherchait depuis longtemps. Un refuge loin du bruit et des erreurs du passé. Mais Eddie emporte avec lui un adversaire beaucoup plus dangereux qu'un mauvais contrat. Cet adversaire ne dort jamais vraiment. Il s'appelle le jeu. Les casinos deviennent peu à peu un piège. Une table en appelle une autre, une mise en entraîne une nouvelle, et l'argent gagné sous les projecteurs peut disparaître en quelques heures sous une lumière bien différente. Eddie joue longtemps, parfois jusqu'au matin. Le poker, les paris, l'excitation de gagner, puis l'envie immédiate de rejouer. Tout cela finit par ressembler moins à un plaisir qu'à une dépendance. Le plus terrible, dans le jeu, n'est pas toujours ce que l'on perd. C'est le moment où l'on ne sait plus s'arrêter. Muriel le comprend avant lui. Elle voit l'homme derrière la vedette et surtout le danger qui s'installe dans leur foyer. Alors elle refuse de devenir spectatrice de sa chute. Elle lui impose un choix brutal, les jeux ou elle. Pour Eddie Mitchell, habitué à décider de sa carrière et à imposer son style, l'ultimatum est un choc. Cette fois, il ne peut pas négocier avec le hasard. Il doit choisir ce qu'il veut vraiment sauver. Et il choisit Muriel. Renoncer n'efface pourtant pas immédiatement l'obsession. Même après s'être interdit les casinos, Eddie reconnaîtra avoir parfois cherché des détours, demandant à d'autres de miser à sa place. Preuve que certaines chaînes ne tombent pas au premier coup. Il faut du temps, de la peur, et parfois l'amour de quelqu'un assez solide pour dire non quand tout le monde dit oui. Cette fermeté sauve bien plus que leur argent. Elle protège une famille, un couple, et peut-être aussi l'homme qu'Eddie risquait de devenir. Le contraste est cruel. Sa première union s'est terminée malgré presque 20 années partagées. La seconde manque de se briser parce qu'Eddie menace lui-même ce qu'il vient de reconstruire. Une fois encore, l'argent rôde derrière les sentiments. Il réussit finalement à s'éloigner des tables de jeu. Mais il n'a pas encore fini de payer pour ses erreurs. Car si Muriel l'aide à sortir du casino, une autre conséquence, née bien avant elle, continue silencieusement à traverser les années. Eddie pouvait quitter une table, fermer la porte d'un casino, sauver son second mariage. Mais il existait encore une dette liée à son passé que ni le temps, ni la gloire, ni une nouvelle vie n'avaient réussi à effacer. Eddie Mitchell a longtemps donné l'image d'un homme solide, capable de traverser les modes, de remplir les salles et de transformer chaque étape de sa carrière en nouvelle victoire. Pourtant, derrière cette réussite, l'argent semble toujours avoir eu une étrange façon de lui glisser entre les doigts. Plus il en gagnait, plus la vie trouvait de nouvelles manières de le lui reprendre. Le jeu avait déjà englouti des sommes considérables. Mais ce ne fut pas la seule erreur. Eddie se lança aussi dans une aventure de restauration qui tourna au désastre. Il y investit beaucoup, avec cette confiance propre à ceux qui ont déjà réussi ailleurs. Seulement, savoir faire chanter une salle entière ne signifie pas savoir faire vivre un restaurant. Le projet s'effondra, emportant avec lui une partie de l'argent accumulé pendant des années. Et ce rapport compliqué à l'argent ne date pas de sa maturité. Dès ses débuts, avec les chaussettes noires, Eddie découvre une réalité beaucoup moins brillante que les affiches et les cris des fans. Le groupe connaît un succès immense, mais les artistes eux-mêmes ne contrôlent qu'une faible partie de ce que leur musique rapporte. Non, ils sont célèbres, mais d'autres savent mieux qu'eux transformer cette célébrité en bénéfice. Cette expérience le marque profondément. Plus tard, il décide de produire lui-même ses disques, comme s'il voulait enfin reprendre ce que l'industrie lui avait appris à ne jamais abandonner, le contrôle. Contrôle sur ses chansons, sur ses choix, sur son argent. Mais la vie, elle, ne signe aucun contrat garantissant que ce contrôle durera. Casino, investissement malheureux, erreur de jeunesse. À force de raconter ces épisodes, Eddie finit par résumer tout cela avec une formule presque désabusée. L'argent, dit-il en substance, ne reste pas. La phrase ressemble à une plaisanterie d'homme expérimenté. Pourtant, derrière elle, il y a des années de pertes, de paris, de mauvais choix et de réveils difficiles. L'argent arrive sous les projecteurs, puis s'en va dans le silence. Mais même le restaurant raté et les nuits passées à jouer ne représentent pas encore toute l'histoire. Car parmi les décisions qu'Eddie Mitchell évoque avec amertume, il en existe une qui ne ressemble à aucune autre. Elle ne s'est pas achevée avec la fermeture d'un établissement,
ni avec son départ d'un casino. Elle commence bien plus tôt, à la fin des années 70, au moment précis où son premier mariage se brise. Pendant des décennies, cette conséquence va continuer à suivre l'artiste, discrète mais régulière, année après année, succès après succès. Même lorsque sa vie sentimentale semble reconstruite, même lorsque le chanteur vieillit, même lorsque presque tout autour de lui change, Eddie a réussi à quitter les tables de jeu. Il a survécu à une mauvaise affaire. Il a appris à mieux contrôler sa carrière, mais une facture née en 1979, elle, n'a jamais vraiment cessé d'arriver. Et c'est peut-être là que commence la partie la plus amère de son histoire. En 1979, lorsque Eddie Mitchell et Françoise Lavie mettent un terme à près de 20 années de mariage, tout semble indiquer qu'une page vient de se tourner. 2 enfants les relient, pour toujours, mais chacun reprend sa route. Pour le public, l'histoire appartient au passé. Pour Eddie, pourtant, ce passé va continuer à frapper à sa porte pendant des décennies. Car derrière le divorce se cache une conséquence que presque personne n'imaginait. Bien des années plus tard, Eddie Mitchell révèle qu'il continue encore à verser une pension à son ex-femme. Une obligation née à la fin des années 70 et qui, plus de 40 ans après, n'a toujours pas complètement disparu de sa vie. Ce n'est même pas le montant qui frappe le plus. Aucun chiffre précis n'est nécessaire pour comprendre le poids de cette histoire. Ce qui donne le vertige, c'est le temps. Eddie avait encore toute une carrière devant lui lorsque ce divorce fut prononcé. Puis les décennies ont passé, les chansons se sont succédées, les modes ont changé, et cette conséquence, elle, est restée. Voilà pourquoi ses confidences sur l'argent prennent une autre dimension. Lorsqu'il évoque les casinos, son investissement désastreux dans la restauration et ce divorce parmi les grandes erreurs de sa vie, sa phrase tombe avec une froide simplicité « L'argent ne reste pas ». Derrière cette formule, il y a une ironie cruelle. Eddie a pu arrêter de jouer. Il a pu sortir d'une mauvaise affaire. Il a pu devenir son propre producteur pour reprendre le contrôle de sa carrière. Mais on ne reprend pas toujours le contrôle d'une décision prise des dizaines d'années plus tôt. Il serait trop facile de transformer Françoise en coupable. Rien ne permet de raconter cette histoire ainsi. Le véritable sujet est ailleurs. Enfin, il se trouve dans la durée, dans cette étrange façon qu'a le passé de survivre à l'amour lui-même. On peut cesser de vivre ensemble, refaire sa vie, aimer une autre personne, et pourtant continuer à porter les conséquences d'un ancien chapitre. Muriel, sa seconde épouse, l'a aidé à sauver son présent lorsqu'elle lui a imposé de choisir entre le jeu et leur couple. Françoise, elle, appartient à un passé qui n'a jamais totalement cessé d'exister sur le plan matériel. 2 femmes, 2 époques, 2 formes de prix à payer. Et peut-être est-ce cela, la vérité la plus amère. Une séparation peut finir dans le cœur bien avant de finir dans la réalité. Pendant longtemps, Eddie Mitchell a cru que l'argent était ce qu'il perdait de plus précieux. Mais avec l'âge, il va découvrir des pertes qu'aucun compte bancaire ne peut mesurer. Bientôt, ce ne sont plus des sommes que la vie va lui reprendre, mais des visages et des voix qu'il croyait éternelles. Après les pertes d'argent, les erreurs et les factures du passé, Eddie Mitchell découvre une douleur d'une autre nature, celle qu'aucun chèque ne peut régler, celle qui ne laisse aucune possibilité de retour, la disparition de ceux avec qui il avait construit une vie entière de souvenirs. En 2017, Johnny Hallyday s'en va. Pour le public, c'est la mort d'une légende. Pour Eddie, c'est bien davantage. Johnny n'était pas seulement un collègue de scène, mais un frère de route, un témoin de cette jeunesse où tout semblait possible. Ils avaient grandi dans la même révolution musicale, partagé les excès, les rires, les silences. Quand Johnny disparaît, Eddie perd une partie de son propre passé. Des années plus tard, il confiera qu'il lui arrive encore de rêver de lui. Dans l'un de ses rêves, Johnny est là, vivant, et l'entraîne vers une fête costumée. Puis Eddie se réveille, et la réalité revient. Il n'y a plus de scènes à partager, plus de conversations à reprendre. Il ne reste que la mémoire. Mais le temps n'a pas fini de prélever son tribut. En 2022, Pierre Papa Diamandis disparaît à son tour. Son nom est moins connu du grand public, mais son rôle dans la vie d'Eddie est immense. Pendant des décennies, Pierre compose les mélodies de près de 200 chansons. Il est derrière des titres devenus indissociables de la voix d'Eddie, comme La dernière séance, Couleur menthe à l'eau ou Le cimetière des éléphants. Pour Eddie, perdre Pierre, c'est perdre bien plus qu'un compositeur. C'est perdre celui qui savait transformer ses émotions en musique. Une formule résume leur lien avec une brutalité parfaite. Sans Pierre, il n'y aurait pas vraiment eu Eddie Mitchell tel que le public l'a connu. Alors, peu à peu, le chanteur regarde autour de lui et constate que son monde se vide. Les amis, les musiciens, les complices d'une génération disparaissent les uns après les autres. Lui reste là,
debout, mais avec cette impression étrange d'être un survivant dans un décor qui n'est plus tout à fait le sien. Et lorsque les absences deviennent trop nombreuses, une question finit par surgir. Combien de temps reste-t-il à celui qui demeure? Car après avoir emporté Johnny, puis Pierre, le temps commence à s'attaquer directement à Eddie. Son corps, jusque-là capable de supporter les tournées, les nuits et les décennies de scène, commence à montrer ses limites. En 2025, les alertes se multiplient, plus sérieuses, plus inquiétantes. La peur change alors de visage. Eddie ne craint plus seulement de perdre ceux qu'il aime. Il commence à comprendre qu'un jour, il pourrait perdre ce qui a donné un sens à toute son existence. Sa voix, sa scène et cette capacité à redevenir vivant dès que les projecteurs s'allument. En 2025, Eddie Mitchell comprend que le temps ne se contente plus de lui enlever des amis. Cette fois, il s'attaque à son corps. 2 pneumonies sévères l'épuisent, son système immunitaire se fragilise, une infection bactérienne complique encore la situation. Les séjours à l'hôpital se succèdent entre Toulon, Gassin et Marseille. Pour un homme habitué à choisir son rythme, cette dépendance soudaine aux médecins ressemble déjà à une première défaite. À peine revenu à Paris, une nouvelle épreuve frappe. Une chute provoque une fracture du bras droit. Eddie doit suivre une rééducation exigeante alors que son organisme n'a pas encore retrouvé toutes ses forces. Chaque geste devient plus lent, plus lourd, et derrière la douleur physique, une autre inquiétude grandit. Pourra-t-il encore monter sur scène comme avant ? La réponse tombe brutalement. Les concerts prévus pour l'été doivent être annulés. Pour le public, ce sont des dates supprimées dans un agenda. Pour Eddie, c'est une partie de son identité qui vacille. Il a passé plus de 60 ans à vivre face à une salle, à sentir une chanson prendre vie sous les regards. Quand le corps empêche cela, ce n'est pas seulement une tournée qui disparaît, c'est un morceau de soi. Il ne cache d'ailleurs pas ce qui l'effraie le plus. Ce n'est pas forcément la mort, c'est la possibilité de perdre sa voix, cet outil fragile qui a porté toute son existence. Un chanteur peut accepter les rides, les absences, les souvenirs devenus plus nombreux que les projets. Mais que reste-t-il quand la voix elle-même devient incertaine? Autour de lui, la vie s'est faite plus silencieuse. Les enfants ont grandi, les compagnons de route sont moins nombreux, Eddie sort moins. Le tumulte de la jeunesse appartient désormais à un autre monde. Alors il regarde la fin avec cette ironie sèche. Il a déjà choisi son emplacement au cimetière marin de Saint-Tropez. Et pour sa tombe, il imagine une phrase « Ne pas me déranger ». Lorsqu'on lui demande si les admirateurs pourront venir déposer des fleurs, sa réponse désarme. À quoi bon qu'il passe sans le déranger? Derrière cette formule, il y a peut-être de l'humour, peut-être de la lassitude, peut-être aussi le désir d'un homme qui a vécu sous le regard des autres de retrouver enfin quelque chose qu'il n'a jamais vraiment possédé. La paix. Eddie Mitchell a connu le bruit des foules, l'argent qui disparaît, les mariages qui se brisent, les amis qui s'en vont, puis un corps qui commence à dire non. Et au bout de cette route, son souhait, le plus troublant, n'est ni un dernier triomphe, ni une dernière ovation. Après plus de 60 ans de lumière, il semble ne demander qu'une chose, le droit au silence. Au bout du compte, Eddie Mitchell n'aura pas seulement traversé les succès, les erreurs et les pertes, il aura surtout appris que le prix d'une vie ne se mesure jamais uniquement en argent. Il a payé certains choix pendant des décennies, pleuré des amis irremplaçables, vu son corps lui imposer des limites. Et après tant de bruit, de lumière et d'ovation, il ne semble plus réclamer qu'une chose, un peu de paix, loin des comptes, des regrets et du tumulte.